Mesdames, bien, merci. J'ouvre cette séance du conseil municipal qui est un petit peu exceptionnelle puisqu'elle ne va être consacrée qu'à un seul sujet. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est celui de l'école Suzanne Bresse. Auparavant, quelques formalités, donc quelques absences. Monsieur Thierry Cédra qui donne le pouvoir à Madame Charlotte Hamelin et Monsieur Fontaine qui donne le pouvoir à Madame Jeanne. Voilà, je soumets à votre approbation le procès-verbal du conseil municipal du 21 mai 2015. Est-ce qu'il y a des remarques d'abord? Je soumets à votre approbation pour, contre, donc 6, 7 contre, abstention. Je vous remercie. Ah oui, j'ai d'autres absences, alors pardonnez-moi, il y en a deux autres. Celle d'Olivier Martin, non, une autre, qui donne pouvoir à Philippe Simonin. Voilà. Sur l'ordre du jour, donc, des remarques? Non. Je vous soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté, merci. Sur les décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT, des remarques? Oui, monsieur Roussel. Sur la décision numéro 48. Oui. Une question concernant la démolition de la préfabriquée à Suzanne Bresse. Je ne retrouve pas je ne sais pas pourquoi on ne retrouve pas dans le projet global de Suzanne Bresse cette ligne budgétaire de 22 554,30 €. Elle appartient au projet Suzanne Bresse. C'est marqué Suzanne Bresse. Parce qu'il est à proximité de Suzanne Bresse, mais il n'est pas dans l'emprise de l'école Suzanne Bresse. Et il va pas être utilisé pour les classes. Donc on profite de l'occasion de refaire l'école pour faire du ménage autour de l'école. Donc c'est un marché de démolition des préfabriqués qui concerne en plus, c'est-à-dire que nous passons un marché pour démolir les trois fabriqués qui contiennent de l'amiante. Il y a un problème d'amiante. Il y a Bellevue, Suzanne Bresse et la rue Pierre-Guiroux, au coin de la rue Pierre-Guiroux et de la rue du Verger. Donc ces trois bâtiments-là qui contiennent de l'amiante vont être démolis. Donc le marché est passé à part pour ces trois bâtiments. Mais on a demandé à ce que ça soit, pour des questions budgétaires, différé dans le temps. Même si l'offre qui nous est faite est une offre globale pour les trois, et donc on bénéficie évidemment d'un marché plus bas, si vous voulez. C'est pour ça qu'on les a liés. Donc le premier qui va être démoli, c'est celui de Suzanne Bresse dans le courant de l'automne, et on fera un an à peu près la démolition de Bellevue, qui peut intervenir même un tout petit peu plus tôt, mais aussi celle de la rue du Verger, qui là nécessite le déménagement de ceux qui l'occupent aujourd'hui, et notamment du comité des fêtes. Voilà. Je soumets à votre approbation. Oui, pardon. Pour revenir sur la démolition du préfabriqué, il y a quand même une ligne démolition préfabriquée dans le plan de finances que vous allez nous présenter. Ça n'a rien à voir avec les 22 000. Si. C'est pas rattaché à l'opération à l'architecte. Les 18 000 qui sont là-dedans correspondent-ils aux 22 000 qui sont dans les décisions 48 oui. de 2015? Exactement, oui. C'est juste la différence épaisseur en fait. Voilà. Donc il est bien là-dedans. Il est bien là-dedans. Oui. Il est dans le plan, on a voulu mettre tout le prix de l'opération. Oui. Il y a d'autres choses qui vont être détachées, monsieur. L'aménagement, les meubles, de ce genre, ça ne fait pas partie non plus, mais on les a mis dans le coût de l'opération. Vous avez un coût global de l'opération.
Uniquement une information que je voudrais vous donner avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est comment dirais-je, nous avons voulu marquer, c'est la deuxième année où nous le ferons, le jour de la libération de Cherbourg. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une petite injustice qui avait été commise par nos prédécesseurs et qui n'avait jamais été réparée depuis 1946. Donc, en 1946, le conseil municipal avait décidé d'apposer une plaque commémorative de l'enseignement qu'il avait effectué pendant un an ici au sein de la commune de M. Jean Michel, dont une rue de la commune porte le nom, c'est à proximité, la rue en descendant dans les Rouge-Terre à gauche, là où il y a le fameux Dodane, oui, elle s'appelle la rue Jean-Michel. Donc cet instituteur qui était communiste, qui a eu des activités non seulement de résistance, mais c'était les débuts de la résistance, tout à fait les débuts, mais qui a eu des activités, puis qui a été victime d'un certain nombre d'injustices, puisqu'on avait découvert une cache d'armes à son domicile, mais c'était l'ancien propriétaire qui les avait plantés, etc. Et cet homme-là, à cause surtout d'une persistance dans ses idées, il maintenait, j'aurai l'occasion de le redire, l'idée selon laquelle il fallait continuer à professer ses idées alors que le régime de Vichy l'interdisait et évidemment l'Allemagne l'interdisait. Il a été interné par les autorités françaises et transféré aux autorités allemandes pour être déporté et il est mort au camp de déportation de Nordheim. Donc cette plaque n'avait jamais été apposée. Donc le conseil municipal de la glacerie en 1946 avait décidé d'apposer la plaque et ça n'a jamais été fait. Donc voilà, c'est en compulsant les archives que nous nous sommes rendus compte de cette petite injustice que nous réparerons évidemment avec beaucoup de reconnaissance le 24 juin, jour de l'anniversaire de la libération. Donc tout le conseil municipal, bien évidemment, est invité et on ne fera pas un grand tralala, puis on prendra ensuite un petit apéritif ici. Alors donc c'est la salle aujourd'hui qui est occupée par l'urbanisme, qui est la salle de classe où il enseigne. Donc, bien écoutez, rentrons très vite dans le vif du sujet. Je remercie beaucoup M. Vice de sa présence ici, parce que je sais qu'il a une activité qui est locale, mais qui est aussi parisienne, oui. Voilà, à chaque fois, il fait quelques allers-retours pour nous présenter son projet. On lira la délibération après, oui. Ce que je vous demande, c'est tout de suite qu'il puisse nous exposer, que vous puissiez poser toutes les questions que les uns et les autres vous voudriez, qui vous viendraient à l'esprit, et pour lesquelles vous auriez besoin d'un certain nombre de précisions. Ce projet a été étudié par un groupe projet qui s'est réuni à plusieurs reprises, qui a été suivi. Il a fait l'objet aussi de l'examen hier de la commission technique de la commune. Et ce projet arrive aujourd'hui en phase d'APD, c'est-à-dire en autorisation de programme. Donc on a besoin évidemment de l'approbation du conseil municipal. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Bon, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas bien le bâtiment, donc c'est un bâtiment qui s'organise autour d'un patio. La question qui nous est posée, c'est de rajouter une salle de motricité et deux salles, une bibliothèque et puis une salle pour les comment? Les tapes, voilà. Donc on a formulé plusieurs hypothèses et à la fin, l'évidence semble être de ne pas toucher à ce bâtiment-là et de venir latéralement sur la partie sud. Initialement, on avait envisagé de le faire ici, mais il y a une déclivité, il y a beaucoup d'éléments qui grévaient un peu le budget. Donc comme il y a une obligation, une recherche d'optimisation
de compréhension du bâtiment existant et d'optimisation pour avoir une enveloppe budgétaire connue, il nous a semblé intéressant de faire l'extension ici. Alors si vous voulez mettre le plan de rez-de-chaussée, alors pourquoi on fait l'extension ici? Tout simplement parce que l'entrée aujourd'hui est ici, et on la déporte à peine, mais on va avoir l'extension au cœur de l'édifice. Donc on va avoir motricité, bibliothèque, préau, donc ça fait partie de l'extension. Et puis toute cette partie-là, c'est l'existant, qu'on va modifier sans contraindre le bâtiment d'origine. C'est-à-dire qu'on va garder la structure d'origine telle qu'elle est, mais actuellement on a une circulation ici, et on va simplement, pour augmenter la surface des salles et retrouver le bon nombre de salles demandées, on va occuper la circulation. Et donc, on va retrouver dans cette partie-là, administration, enfin, entre parenthèses, il y a 2 bureaux, mais ça a quand même son importance, et les ATSEM, donc ils vont être à côté du dortoir. Donc là, on va avoir une partie dédiée aux personnes qui s'occupent de l'ensemble du programme. Là, les 4 salles pour les élèves qui sont en regard de la cour de récréation. Donc, ce qui semblait bien marcher aujourd'hui, toutes les salles, les enseignants qui étaient sur la cour de récréation, comment on était à la on avait une qui était de l'autre côté, qui se plaignait un peu d'avoir moins de soleil le matin. Donc, ça semble assez efficace de venir là. Donc l'administration met une toute petite circulation où les enfants ne vont pas. Ça va permettre de passer d'un bureau à l'autre en ayant une aisance du service, sans avoir de problème des enfants qui pourraient entrer dans cette partie-là. Voilà, donc ça distingue bien 3 parties, je veux dire, une là, une là, et puis on a les sanitaires, qui sont en fait des sanitaires, on va les reconditionner entièrement, mais on conserve leur position, pour des raisons, encore une fois, d'optimisation du coût, puis ça fonctionne, donc on ne va pas changer. Donc les sanitaires, ils vont être accessibles ici, ou bien alors, depuis la cour de récréation ici. Alors, ce qu'on a donné, c'était pas vraiment une demande, mais je pense que c'est intéressant, c'est aujourd'hui, la salle de dortoir occupe la totalité de la largeur jusqu'au sanitaire, et pour accéder à l'extérieur, on traverse les sanitaires. Alors, on va quand même modifier ça, c'est-à-dire on va garder une sortie vers l'extérieur par un couloir. Ça va permettre d'une part de gérer les poubelles dans un premier temps, mais ça va aussi vous donner une possibilité à l'avenir. On ne sait pas ce que deviendra le programme ici. Ça vous donnera une liberté d'imaginer la suite. Ça ne grève pas l'avenir. Voilà, donc ce qu'on va essayer de développer pendant les études suivantes, c'est que on conserve le patio. Ça, c'était une des demandes des utilisateurs qui trouvent que le patio est assez intéressant dans ce projet. Donc, on conserve le patio et on va donner aux salles de classe une double orientation. Alors, tantôt récréation hall avec des châssis vitrés. On ne va pas mettre des cloisons pleines en totalité. On va faire des cloisons où au-dessus de 1m40 on va vitrer. Et puis, ça va permettre donc à cette salle-là de voir le hall et la cour de récréation. Là, les 2 salles, les cours de récréation et le patio. Et puis celle-là, qui est un petit peu plus enclavée, et retrouve en compensation une vue vers le nord. Donc voilà, il y a une équivalence de 4 salles. Donc ça, on l'a soumis à plusieurs reprises aux différents enseignants. Donc ils ont l'air assez... Donc on va continuer à discuter avec eux pour finaliser les éléments immobiliers. Je vais mettre le plan suivant. Donc on a fait les coupes, les châssis, on ne change rien à l'existant. Qu'est-ce qu'on va changer sur l'existant? On garde l'isolation intérieure, mais on la renforce complètement, on la met en cohérence avec les normes actuelles. On renforce dans le comble, quand on la refait entièrement, on fait 2 choses. On refait
Les plafonds, aujourd'hui, il y a un problème phonique parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. En fait, il va y avoir juste une paroi démontable entre chaque place. Donc, aujourd'hui, le son passe d'une place à l'autre. Donc, on va déjà faire un plafond qui a un rôle à la fois de coupe-feu et de phonique. Et en dessous, on va traiter l'acoustique. Mais on ne va pas faire de plénum. Vous voyez, comme ici, il y a un plénum, donc on arrive assez bas. Là, on va profiter du comble pour passer les réseaux. Et on va faire le traitement phonique et acoustique, enfin, phonique entre salle et réverbération, avec un complexe minimum, ce qui fait qu'on va garder la vraie hauteur, la hauteur actuelle, dans l'ensemble des salles. Parce que ça doit être des enfants petits, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des grandes hauteurs superficielles. Voilà, donc après l'extension, c'est un sujet parce qu'il y a des hauteurs demandées qui sont un peu plus grandes, donc on va prendre ce dont on a besoin, vous voyez, c'est un peu plus haut que l'existant. Et on fait un joint creux qui est entre la charpente existante et l'extension, un joint creux qui va servir à la fois de chéneau entre les deux, ça va faire un raccord entre les deux bâtiments. Voilà, donc ça semble assez efficace en termes de structure. On n'est pas accolé à l'autre bâtiment, la structure est bien séparée pour ce bâtiment-là, et puis ça fait un peu une dilatation. Voilà. Autrement, pour le traitement des façades, donc le traitement des façades, aujourd'hui, l'ensemble des façades sont traitées avec un vitrage bas fixe et des ventilations en partie haute. Et nous, on propose de faire des grands vitrages fixes et des ouvrants oscillobattants latéraux, de plein. Ce qui donne une image un peu... ça donne toujours un vitrage clair plein cadre, et puis la partie qui sert à ventiler, elle est dans un élément opaque. C'est pour donner plus le sentiment de plus de transparence aux parties à ces parties-là. C'est-à-dire que quand on fait un châssis dans un châssis, il faut faire un ouvrant, on commence à raconter beaucoup d'allus, enfin c'est des choses d'architecte, je veux dire, mais en fait, le fait de faire des grands vitrages fixes comme ça met une meilleure relation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on cadre vraiment l'extérieur. Alors l'extension, nous, le bâtiment actuel, il nous semble assez élégant. Il a un dessin qui est très sobre, très efficace. On ne va pas chercher à inventer autre chose. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et l'extension, on va simplement prendre la lumière au sud en faisant une petite casquette pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échauffement sur le vitrage. Et le pignon nord, le pignon d'entrée, on va le faire en pierre. Donc ça va faire un peu un élément stable qui vient arrêter tout le bâtiment existant et puis le pare-brise devant. Alors pourquoi on est opaque là? On n'est pas complètement opaque, c'est-à-dire qu'on a une petite fenêtre d'angle où on voit la motricité, mais c'est parce que dans les crèches, dans les maternelles, on nous demande de plus en plus de traiter de l'intimité entre l'intérieur des écoles et l'extérieur. Donc on n'a pas donné une transparence maximum sur la salle de motricité. On a une vue, mais complète. Pour ne pas que les parents viennent et restent à regarder leurs enfants. C'est un peu le problème souvent des maternelles. Voilà. Bon, autrement, le traitement des façades, on n'a pas cherché à surdimensionner les vitrages. Une raison simple, c'est de garantir une consommation d'énergie raisonnée. Mais pour autant, on a des grandes... Vous voyez, là, la salle de motricité va se développer sur deux châssis, qui sont quand même de grande dimension, la bibliothèque et la salle 4. Ça équivaut à pratiquement ce qu'on a comme traitement actuel. Donc c'est raisonnable, ça permet d'avoir un image assez tonique. Voilà.
Il y a peut-être une image, un croquis en 3D à l'intérieur. Et j'ai fait ce croquis-là pour que vous voyez que ce qu'on va chercher à développer à l'intérieur du projet. Donc là, on est dans le patio et on regarde vers l'extension. Le hall est là, on arrive ici. Donc on va essayer de traiter à l'intérieur une façade habillée en bois qui nous amène de l'extérieur du sas jusqu'au hall. Le patio, lui, il va être complètement vitré, donc il va donner d'autant une grande dimension au hall, enfin, sur le plan visuel. Et la bibliothèque qui est ici, et pareil, on va essayer de la vitrer pour que dans le hall, on voit l'extérieur qui est assez joli. Là, il y a les terrains qui remontent et c'est arboré. Donc on va avoir une vue cadrée sur les plantes au fond. Donc ça va donner une bonne vision. Et puisque je vous expliquais entre les salles de classe ici et l'ensemble hall et patio, on va traiter des meubles qui sont 1m40, donc 1m40 c'est le poste de terrain. Le dessus c'est vitré. Donc ça permet aux adultes de voir ce qui se passe dans l'école et puis aux enfants d'avoir leur vie propre de chaque classe. Alors on verra au moment du DCE, on va peut-être leur faire des petites fenêtres pour qu'ils voient le patio aussi, les enfants, à leur hauteur. Et je dirais que là il y a un réglage qui va être à voir avec les différents enseignants parce qu'ils ont un réel besoin d'affichage. Donc il y a un moment donné où ils vont préférer avoir du plein pour mettre plein de dessins plutôt que d'avoir du vitré pour que ça finisse avec des vitres et des dessins. On va le voir au fur et à mesure on va augmenter l'échelle de l'étude pour voir avec eux ce qui sort. Il y a une demande qui est apparue pour les discussions, c'est le stockage. Donc on va traiter entre l'administration et la circulation des grands placards dans lesquels ils vont pouvoir stocker les différents éléments, les décors de Noël, les stockages papier. Voilà, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on y est avec une enveloppe qui est tenue et on y est avec un équipement qui... il y a toujours les enseignants, ils aimeraient avoir pratiquement la même surface en stock. Ils veulent rien acheter des élèves. Donc il y a une discussion permanente, c'est comment fait-on pour avoir un maximum de stockage. Donc on va trouver des solutions. C'est de faire des grands placards entre administration et... Voilà, donc les matériaux qu'on va utiliser, ça va être alu-bois pour les châssis. On va mettre ça en base avec une option alu, fenêtre alu. Parce que l'alu-bois, ça permettrait d'avoir l'aluminium extérieur, bois intérieur, donc c'est une qualité assez intéressante sur le plan domestique. Après, il y a toujours une inconnue au moment de l'appel d'offres, donc on va mettre une option alu. Et puis, on va essayer quand même d'utiliser des éléments de menuisier bois parce que ça donne vraiment une qualité domestique à l'école. Au maternel, les élèves sont chez eux, ils ne sont pas dans un monde trop sécurisé. Et puis on va retraiter les surfaces des toits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va refaire forcément entièrement la toiture. Les sous-faces de toiture, on va retraiter les chéneaux, mais on ne change pas. Ça a été à un moment donné une hésitation, mais je pense qu'il faut retraiter à l'identique. Peut-être on va traiter les détails de rive un peu plus finement, mais l'ensemble du bâtiment existant, pour sa grande nature, il va être traité à l'identique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je me permets de revenir sur vous parliez des ouvrants bois alu. Oui. Vous dites que la partie alu est en option, donc ça veut dire... Non, la partie bois. Ah, d'accord. J'avais compris l'inverse. Dans ce cas-là, ça voudrait dire un châssis complètement bois extérieur. Donc là, ça sera soit les deux, soit uniquement alu. C'est alu extérieur quoi qu'il arrive. De toute façon. Et si on arrive, parce que les industriels, depuis 2-3 ans, commencent à se battre vraiment,
et il commence vraiment à descendre le prix du bois à lui. Et alors, il y a des moments où on a des bonnes surprises, d'autres moments où on n'a pas. Ça dépend un peu aussi de chaque artisan ce qu'il a choisi de développer. Donc on va ouvrir la discussion. Au moment de l'appel d'offres, on peut le faire sous forme d'option. Si on a une bonne surprise, on aura bois à lui. Sinon, on aura à lui, c'est bien aussi. Hein, c'est bien. Où ça? Ici? Là? Là? Non, ce que j'expliquais, c'est que comme on est vitré au-dessus d'un mètre 40, pour l'instant, il n'y a que les adultes qui voient au-dessus d'un mètre 40. Et on fera peut-être des châssis fixes, des petites fenêtres à hauteur d'enfant, qui dépendent tellement des vues sur le plateau. Vous savez ce que je veux dire? La porte de la salle de classe, là? Ah ben, elle est latérale, elle est derrière moi. Si vous revenez sur le plan. Comment? Elle est au bord de la patio. Oui, les salles de classe. De chaque côté du patio. Le croquis, il est fait ici, on est ici, dans le patio, et on regarde par là. Alors, oui, justement, pourquoi il y a des portes qui viennent dans le patio? C'est pas des portes. ce que j'explique, c'est que ce n'est pas des portes, ce serait des petites fenêtres qui ne sont pas sur le plan, vous avez entièrement raison. Des portes? Non, Les fenêtres ne sont pas sur le plan. Elles sont sur le croquis. Est-ce qu'il y a une chambre, une salle de classe sur le croquis, et du coup, on ne va pas vous mettre la porte? Là, de chaque côté. C'est d'accord, mais c'est par rapport aux restrictions de l'espace. C'est une vue d'ambiance. Enfin, On regarde là, et ce qu'on voit, c'est ces châssis-là. Donc on voit effectivement pas la porte d'entrée qui est derrière nous. Et l'autre, elle est ici, elle est dans le haut. Et les deux petites portes, les deux petites fenêtres que j'ai dessinées, c'est ici. C'est pour dire que je ferai une proposition au moment où on va faire le DCE. On va avancer le projet avec les enseignants pour voir si on conserve une vue pour les enfants ou alors on va faire avoir soit du stock, soit de la surface d'après. C'est dans le croquis, c'est une petite intention. C'est à ça que servent les. C'est-à-dire que quand on fait des dessins comme ça, on fait des propositions, après on regarde avec le futur utilisateur la pertinence de son propos, on garde ou pas. Alors sur le plan, on n'a pas parlé du cours, le plan masse, c'est un plan masse aussi, c'est bien. Donc la cour, on va garder, aujourd'hui il y a une bande végétale ici avec un petit chalet, on ne va pas y toucher, par contre ici c'est en herbe et donc on va refaire la cour sur la totalité et on va traiter une clôture bois en retour ici avec un banc et un petit auvent qu'on va mettre en option de auvent pour voir si qui permettrait aux enseignants de s'asseoir ici, qui serait assez protégé par le vent avec une clôture bois, et il serait idéalement placé pour voir les allées-venues éventuelles aux toilettes sur la cour de récréation, et puis j'aurais une vue sur le. Ça leur permettrait aussi, en fonction du vent, de trouver un abri ici ou là. Parce que c'est un peu le problème de la région. Je vais chercher un peu l'abri. Voilà. Bon, moi j'ai pas d'autre. Le revêtement de la cour, c'est un revêtement enrobé. Comment? C'est pas un revêtement spécifique pour les enfants? Non. Genre tartan On aurait bien aimé, mais. Non, il n'y aura pas. Les jeux vont être remis avec un revêtement spécifique à l'endroit des jeux, mais uniquement à l'endroit des jeux. Le reste, c'est vraiment des investissements. Aujourd'hui, c'est de l'herbe qu'il y a dans la
droite, ces deux classes-là, oui. Et là, ça va être supprimé. Oui. Ça sera dilué. C'est qu'on va profiler l'ensemble, hein, parce que la cour de réparation actuelle, elle est avec des formes de temps. Nous, on a l'obligation de traiter les seuils de porte ici, puisqu'il y a un contact direct entre les salles de classe et la cour de réparation. Donc on doit être à 6 de PMR, donc on doit être avec des seuils de 2 cm. Donc pour profiler l'ensemble de la cour de réparation, pour que tout ça soit bien au niveau. Ça a un effet assez bien, parce que ça donne le sentiment que tout ça appartient au même espace. Aujourd'hui, c'est moins évident, parce qu'il y a trop de différences et de niveau et de traitement de sol, mais une fois que c'est fini, ça donne une bonne épaisseur au bâtiment. Mais bon, c'est une question très, très subsidiaire. La question de votre banc à l'abri, là, etc., il est très très mal placé. Oui, très très mal placé. Parce que si je comprends bien, si j'ai une bonne orientation, le nord est pratiquement dans l'angle. Oui, il est un peu plus. Oui, le nord est. Non, il est comme ça, le nord. Il est en bas à droite. Et voilà, il est en bas à droite. Donc votre banc, il est en plein sud-ouest et en plein ouest. Sud-ouest-ouest. C'est-à-dire que vous le prenez, quand il y a un peu de vent et un peu de pluie, vous le prenez en plein dedans. Donc il faudrait qu'il soit situé, à mon sens, dans l'autre sens. Hein. Le mettre là, C'est inutile, là. le mettre ici. Non, même non, en haut. Voilà, ici, oui. Pour vérifier, en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le petit coin derrière, pour que les gens puissent le voir. Mais là, il serait mieux, parce que là en plein dedans, plein sud-ouest, hein, tous les vents de pluie. Moi, je pensais faire un retour de clôture ici. On peut aussi mettre le banc là. Hein. Oui. Oui, ça, on l'a vu un jour, on a été visiter un jour, ça, il y avait des conditions de vent plein ouest. On s'est dit, il faut qu'il y ait deux solutions, enfin, faut qu'il y ait ici, mais aussi là. Donc, on va pas les mêmes. Là, les vents d'est, c'est idéal. Là, pareil, c'est moins. Là, vous prenez les vents de sud-ouest, là, plein. Hein. Les vents de pluie, c'est les vents de sud-ouest ici. Les vents commencent au sud-ouest et montent jusqu'à l'ouest, où ils passent en tempête et après, bon, ils déclinent. Les vents tournent. Hein. Enfin bon, on en reparlera. J'ai une petite question, j'ai beau dire des plans, je n'ai pas trouvé, c'est la largeur des ouvrants, des portes. Des salles de classe. Des salles de classe. Pour les PMR dont vous parliez tout à l'heure, c'est 80 ? Oui, oui. Après, dans les dessins intérieurs, on met un poste latéral fixe et la porte, elle est L'entrée de l'école, la porte, c'est une porte automatisée ou c'est une porte manuelle? Laquelle porte? L'entrée de l'école. Une porte manuelle. Je pense au système adapté pour les enfants qui ont des fauteuils. Oui. Les parents, ils connaissent la porte. Quelqu'un lui ouvre la porte. Oui, on a ici à 90 la porte gauche. Après, c'est une école maternelle, donc les parents accompagnent les enfants. Il y a les parents automatiquement de maternelle. Quelqu'un qui pousse la chaise roulante d'un enfant. Et derrière, il n'est pas devant en train d'ouvrir la porte. Mais les portes, elles sont ouvertes à l'école, la porte est ouverte. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames et messieurs? Profitez de la
La présence de ce Viste, hein, non? Un endroit, quelques commentaires? Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le local des ATSEM, où elles ont une vitre aussi pour voir ce qui se passe dans le dortoir et pouvoir préparer le bricolage, préparer les cahiers, sans réveiller les enfants aussi. C'est ce côté isolé. C'est là le local ATSEM. Et le dortoir, c'est ici. Là, on aura un châssis vitré avec un rideau. Ça leur permet d'avoir leur espace de préparation et de pouvoir surveiller les enfants. Puis le rideau, s'ils ne veulent pas faire trop de lumière, parce qu'on vient de faire on n'avait pas mis de rideau, mais du coup il y avait trop de lumière dans le dortoir. Donc là, on a eu des pieds, on a bien réglé. Ça les juge. Et l'ensemble des classes, elles sont munies de prises informatiques. Alors ça c'est un vrai sujet. Donc il y a une réglementation qui impose un certain nombre de prises, mais après on en a déjà parlé avec les enseignants. On va bien vérifier avec eux les positions pour être bien sûr qu'il y en a le bâtiment est équipé d'un réseau RJ45 avec une baie de brassage. Enfin, tout ce que j'aime avec le réseau, dans chaque salle, il y a plusieurs prises de là-dessus, il y a eu des premiers plans de fait, ils ont déjà réagi, mais on fait une réunion spécifique pour bien vérifier les positions. Le système d'éclairage, pas le système lumineux, en hiver où il n'y a pas trop de jours, donc je suppose qu'on allume dans les classes. Oui. Le système qui a été prévu, c'est quoi exactement? C'est la lumière du jour? C'est quel style de... C'est le bureau d'études de ceux qui s'en occupent, mais je crois qu'ils mettent un maximum maintenant d'éléments détecteurs de présence pour monter les conformations. Après, je ne sais pas si c'est le cas là, mais ils font aussi un système où la lumière s'éteint en fonction de... On vient de livrer un bâtiment où on a le cas, c'est quand il y a plus de luminosité côté façade, la rampe de lumière s'éteint et au fond, elle reste allumée. Et il y a des cellules pour qu'en fonction de l'ensoleillement, la lumière se compense. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça là, mais je crois que ça devient presque la norme. C'est une consommation énergétique, donc ce sera différenciant. Moi, ce que je leur ai demandé, et ce qu'on va veiller à faire, parce que c'est un peu un travers qu'on a eu jusqu'ici, c'est de limiter le nombre de luminosité. Parce que on vient de livrer un bon nombre d'opérations où on s'aperçoit qu'il y a trop de techniques. Alors, vous voyez, ça correspond à les 10 ans qui sont passés, tout le monde a commencé à se poser la question de l'énergie, et tout le monde a inventé des solutions. A inventé trop de solutions. Alors maintenant, on voit à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je dirais qu'à partir de maintenant, on essaye de faire le minimum d'investissement, le maximum de garantie sur le plan consommation et perte d'énergie. On est revenu à des choses beaucoup plus calmes. Ça, c'est un peu notre logique. On a une architecture qui est extrêmement rationnelle. On ne fait pas de gestes inutiles, on essaye de bien argumenter nos espaces, mais c'est valable aussi pour la technique. On essaye d'utiliser la bonne technique au bon endroit et pas de faire des dépenses inutiles. Le problème, c'est qu'on avance en même temps que tout le monde, en même temps que les industriels, et on corrige notre copie régulièrement pour garantir que ça va marcher au mieux. L'ensemble du bâtiment, il est climatisé comment? Alors, il n'est pas climatisé, on va avoir une extraction simple flux avec des bouches de... On va prendre l'air en façade avec l'hydrobé, qui change en fonction du géométrie. Et on va baisser la température de chauffe par rapport à ce qu'il y a actuellement, puisqu'on va sur-isoler, enfin on va isoler plus. Et ça doit permettre de garder la chaufferie actuelle. On repart sur le même réseau, enfin il y aura des compléments forcément.
Mais le fait qu'on soit isolé, ça va nous permettre de baisser la température de chauffe. Donc c'est pas mal parce qu'on garde les corps de chauffe existants, c'est une vraie économie. Et il n'y a pas de problème de température parce que les enfants ne vont pas se brûler sur la laptop, c'est une bonne chose. Donc forcément, on a des meilleurs châssis, on a des meilleures performances. Et puis alors ça c'est une question qu'on s'est posée, est-ce qu'on met les brise-soleil, les sunscreens extérieurs ou intérieurs? Le problème c'est que si on les met à l'extérieur aujourd'hui, avec le vent qu'on a ici, on a un petit inquiétude de tenue maintenant, ça pourrait rester à l'intérieur à essuyer rideau d'occupation. Mais je pense que c'est plus sage parce que. Vous traitez sur le micro-perforat? Oui. Donc là, il va y avoir un travail à faire au moment du DCE pour voir exactement qu'est-ce qu'on fait comme rideau d'occupation. On ne veut pas multiplier et un rideau d'occupation et un rideau brise-soleil. On va essayer de trouver la bonne perforation pour faire les deux. Bien. Alors, j'ai deux spécialistes quand même dans le conseil municipal, Madame Le Terrier et puis notre conseillère départementale qui est directrice d'école. Votre avis là-dessus? Je prends la direction. Pareil. D'abord, c'est intéressant la distribution et puis le fait d'avoir des conditions de travail pour les ASEM, une partie de bureau isolée aussi des salles de classe, la vision sur le patio. Je trouve que ça devrait être travailler dans notre école. Oui, c'est presque dommage que les bureaux des institutrices ne soient pas la place des soleil pour avoir vu sur le patio. Et ça va la dépuissante. Non, mais ça. Et en plus, c'était la volonté de la directrice d'être à côté de la porte d'entrée. Oui, Bien, y a-t-il d'autres remarques? Pascal? Je précise que l'APD c'est avant-projet définitif, mais ça reste quand même un avant-projet. Donc on a encore beaucoup de discussions, notamment les luminaires, la ventilation, les prises, beaucoup de petits détails qui vont être réglés dans le temps. Donc d'où certaines questions auxquelles on ne peut pas forcément répondre maintenant. Mais on a quand même, je dirais, dessiné 90% de l'école. Il nous reste vraiment ces détails, mais qui va nécessiter encore quelques réunions avec les enseignants. On va en faire une présentation aux parents d'élèves aussi, de façon à leur présenter cette école et puis recueillir leurs sentiments aussi sur la façon de traiter cette école. Une question, monsieur Dame? Non? Jean-Marie, si tu permets, on a beaucoup parlé de l'intérieur, ce qui est normal, c'est une école, tout ça, mais je veux aussi donner le sentiment de l'extérieur, parce que c'est important aussi, un bâtiment de ceci. Alors c'est vrai que le bâtiment est un petit peu noyé aujourd'hui, mais il a un certain style, un certain charme qui va être souligné par cette extension, et ça fait plaisir de voir un projet de qualité. Moi je vous félicite, monsieur, pour ce projet. Puisqu'on a une vue directe quand on passe sur la route à côté, et c'est vraiment un beau projet et une future belle réalisation. Alors, je rappellerai l'origine de cette école quand même, qui est assez, elle aussi, emblématique de l'histoire de la glacerie, puisque quand la commune a été créée en 1901, il y a eu une bagarre qui a été tranchée par les électeurs à 3 reprises, entre 1901 et 1905, à 3 reprises, il y a eu des élections municipales à 3 reprises, oui, pour trancher ça, avec une démission du conseil municipal, entre Henri Menu, donc vous avez ici la gravure, qui était le représentant des faubourgs, qu'on appelait, c'est-à-dire le représentant de ceux qui habitaient sur la 13, où il y avait environ 1100 habitants, et de ceux qui étaient les partisans de faire le centre de la glacerie au village, qui était notamment avec M. Cabar-Benville,
qui était alors, Henri Menu et Cabardendil avaient été déjà maires de Tour-la-Ville, eux deux. Et la bagarre a été sur le siège de la mairie. Et en 1907, donc la mairie est arrivée ici, et à ce moment-là, il a fallu supprimer une salle de classe pour pouvoir le mettre dans l'ancien bâtiment. Et donc, eh bien, il y a eu la création de l'école Suzanne Bresse. Voilà. Donc, c'est un bâtiment assez emblématique de la commune et de son histoire, et de la création aussi, de la prise de pouvoir ici, sur le cœur de la glacerie qui était le village La Verrerie. L'équilibre des habitants s'était refait. Il y avait 1700 habitants à l'époque, 1100 ici, 600 là-bas, et a fait que c'est les gens du faubourg qui ont amené la commune et qui ont tiré la commune vers la RN13. Le Tana, ambassadeur, le lycée, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de questions? Non? Pascal, tu nous lis la délibération, ou tu nous en fais part, s'il te plaît? Alors, la délibération donc reprend les termes des délibérations précédentes, et est accompagnée d'un tableau donc sur l'estimation financière, enfin l'estimation des coûts de ce bâtiment. On a évoqué donc en commission hier, vous avez eu l'occasion de les lire. Donc le montant total du coût d'objectif hors taxe est de 1 070 400 euros, auquel s'ajoute la TVA, pour un montant total du coût d'objectif TTC, donc à 1 284 480 euros. Alors, tout compris, je crois que je vous avais fait une note pour le conseil municipal précédent, tout compris, c'est-à-dire avec les VRD, avec les démolitions, avec les réaménagements, etc., le matériel, le mobilier qu'il faudra y mettre et autre chose de ce genre, nous sommes donc sur des coûts, un coût TTC d'1 629 000 euros. C'est le tableau que je vous ai fait derrière, qui est aujourd'hui l'estimation la plus précise que l'on puisse avoir du global de l'opération, mais qui n'est pas évidemment ce que nous votons aujourd'hui. Ce que nous votons aujourd'hui, c'est le 1 284 480 euros. Donc cette somme est figée à ce jour pour déterminer le montant des honoraires de l'architecte, mais reste variable, puisque dans la loi, on peut donc faire varier cette somme de plus ou moins 5%, en fonction notamment des appels d'offres qui seront faits auprès des artisans, et suivant les réponses qu'on aura, donc dès que les consultations seront faites. Que veut dire OPC? Organisation, pilotage, chantier. Organisation, pilotage, chantier. C'est C'est l'organisation entre les corps. C'est la coordination entre les différents corps de métier. Bien, tu nous lis les conclusions, Pascal? Alors, le conseil municipal est appelé à approuver le contenu de l'avant-projet définitif élaboré par le cabinet Nord-Sud Atelier, représenté par M. Rist, arrêter le coût d'objectif des travaux VRD et passer à la phase APD à la somme de 1 284 480 euros, approuver le lancement de la réalisation de ces travaux sur la base de ce projet, autoriser le maire à engager la procédure de consultation des entreprises sur la base d'une procédure de passation en procédure adaptée, conformément au Code des marchés publics, donc au vu du DCE qui sera établi par le cabinet Nord-Sud Atelier, autoriser le maire à intervenir à la signature des marchés et de tous les documents relatifs à la concrétisation de cette opération, autoriser le maire à déposer le permis de construire relatif aux travaux de construction du présent projet établi par le cabinet Nord-Sud Atelier, adopter le plan de financement joint en annexe. Je rajouterai une demande que je formule auprès du conseil municipal, c'est celle de solliciter la réserve ministérielle de M. Bernard Cazeneuve. Voilà. Je soumets ce projet à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie.
Monsieur Liste, je vous remercie. Le conseil municipal est clos. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, j'ai amené personnellement quelques bouteilles à boire, si vous voulez, pour arroser ce beau projet. Donc, je vous y invite tous.